La valse des metteurs en scène s'arrête ici. Mike Newell cède sa place, peut-être que la coupe était pleine, et la Warner se met donc en quête d'un nouveau réalisateur pour prendre le projet. Après le refus de grands noms, parmi lesquels Jean-Pierre Jeunet, c'est finalement David Yates qui est sélectionné et qui va s'occuper de toute la fin de la saga. Monsieur Yates n'a jamais réalisé ailleurs que la télévision, à l'exception d'un premier film indépendant, et pourtant il y a fait une longue carrière récompensée de plusieurs BAFTA. Des épisodes de séries télé, mais surtout des téléfilms, dont certains en 4 à 6 parties, ce qui implique que l'homme sait gérer les tournages longs et volumineux en contenu. Et puis c'est la BBC, les téléfilms ont une autre gueule qu'en France. Et j'aime David Yates. Tellement. C'est vraiment avec lui que j'ai eu l'impression de voir des films et pas des adaptations. Ce qui n'a, je pense, rien à voir avec la maturité des films, il s'agit vraiment d'un ensemble de choix qui donne une sensation plus construite, plus lâchée, probablement accompagnée par le fait que la majorité de l'univers soit maintenant installée et qu'il s'agit surtout de faire progresser le récit. Surtout, il parvient, et c'est assez fort, à donner une ambiance et une personnalité propre à chaque film alors qu'ils sont tous tournés sous la même atmosphère. Plus sombre, certes, mais surtout plus centré sur les personnages. Pour vous donner une idée, il suffit de se concentrer sur le portrait qui est fait d'Harry dans l'ouverture d'Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Il faut pas moins de 3 plans avant de le voir. Il est d'abord en contre-plongée caché derrière de la végétation, puis synecdoque sur son ombre, un plan sur d'autres enfants, et enfin gros plan. Rien n'a été dit, mais on comprend qu'il n'est pas dans son état normal. On pourrait dire avec la synecdoque qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même, et c'est ce qu'il est jusqu'à la création de l'armée de Dumbledore. Le traitement d'Harry est forcément intéressant dans ce volet où on découvre le lien qui le relie à Voldemort. Yates va le retranscrire avec un plan qui a probablement surpris tout le monde, puisque c'est le premier plan purement symbolique et figuratif de l'histoire de la saga. Voldemort, en costume Armani noir intégral, observant Harry au milieu de la foule, l'illustration parfaite de l'ombre du mage noir qui plane au-dessus du monde de la magie. Les scènes de cauchemar de Harry sont présentées également avec quelque chose d'assez inédit dans la saga, des montages très rapides que l'on appelle des montages cut, qui retranscrivent la sensation du message télépathique envoyé par Voldemort et des informations qui l'assaillent. La rapidité, mais surtout la variété des images, gros plans, raccords dans l'axe, valeur générale des couleurs, différence de vitesse, donnent une agressivité à ces images dont certaines sont à la limite du subliminal. Ces montages sont aussi les premiers à revenir sur les 4 films sortis jusqu'à présent, en particulier dans le passage où Voldemort tente de prendre le contrôle d'Harry. Il essaye de le faire en projetant les images de tout le mal qui entoure le jeune homme, revenant ainsi également sur la mort de Cédric. Harry se défend en se remémorant des passages de chacun des films précédents où le trio est réuni. Et face au pouvoir de l'amitié, Voldemort faisant des grimaces devant une incrustation de nuages dignes des années 80 doit avoir relativement peu d'impact. Une autre utilisation bien plus poussée à mon sens peut être vue pendant les leçons d'occlumencie et de légilimencie que donne Rogue à Harry à partir de la moitié du film. Rogue s'incruste en effet dans les souvenirs de Harry pour le pousser à réagir et se protéger. Dans le cas du plan dans la maison de Sirius, il a probablement été fait sur le tournage et est donc moins marquant. Mais celui où Rogue apparaît dans le miroir du Riséd vient du premier film. Ils ont dû galérer ne serait-ce que pour retrouver l'angle d'origine du plan, et en plus Yates réutilise astucieusement le mouvement des yeux d'Harry pour donner l'impression qu'il le regarde alors que ces plans ont été tournés dans un tout autre but il y a plus de 5 ans. Une très belle démonstration de l'adoption de l'héritage de ses prédécesseurs tout en faisant son propre travail, car même si c'est discret, il fera bien changer la saga Harry Potter. On notera par exemple qu'il apporte quelques corrections. Les combats à la baguette sont désormais chorégraphiés, rattrapant un peu les autres films qui avaient toujours été un peu le cul entre deux chaises. Dans le premier, on apprenait en effet qu'un Wingardium Leviosa avait besoin d'un geste et d'une prononciation particulière. Le problème, c'est que par la suite, soit les gestes sont faits n'importe comment, soit ils ne font pas de gestes, et le nom du sortilège est prononcé une fois sur 3. Difficile alors de comprendre comment ça marche vraiment. En ajoutant une chorégraphie, tout cela a plus de sens et évidemment beaucoup plus d'impact visuel. C'est également là qu'il va rattraper la plus grosse connerie en manquer de flinguer la fin de la saga et que l'on doit à Alfonso Cuarón. Je tiens à le rappeler, même si ça fait un petit peu délation, car beaucoup de gens ont gueulé sur ce point, alors que c'est justement un énorme travail de rattrapage. Dans l'Ordre du Phénix, Harry apprend à ses camarades d'utiliser des sortilèges de Patronus, et nombreux ont protesté que seuls les magiciens puissants et avec des souvenirs très forts pouvaient obtenir un sort avec une forme animale. Sauf que comme l'autre gringo a décidé, alors qu'il avait tout le temps, de zapper la présentation des Animagus et d'expliquer que les noms sur la carte du maraudeur sont ceux de Lupin, Sirius, James et Lily Potter, eh ben on se serait retrouvé bien con avec l'histoire de Severus. Comme on nous a jamais expliqué que Lily Potter se transforme en biche, et que c'est un peu sévère de présenter ça comme ça, face au fait accompli, heureusement qu'ils ont décidé d'être plus soft avec les Patronus en forme physique. Comme ça y a plus qu'à dire... Professor, my mother's Patronus was a doe. Et le tour est joué. Tout cela se fait vraiment en douceur. Le virage est négocié depuis le début de l'adaptation comme l'évolution d'une continuité. Par exemple, si les focales larges ont fait leur arrivée en force avec le prisonnier d'Azkaban, Yates a probablement utilisé la valeur la plus large de la saga dans les plans sur Harry et Dudley qui voient la tempête gronder au-dessus d'eux et qui sont à 2 doigts du fichaille. Yates récupère le système du montage pour indiquer le passage du temps introduit dans la coupe de feu en le rapprochant de sa plus vieille représentation dans le monde du cinéma, les unes de journaux. Grâce à l'univers magique, elles deviennent des unes totalement abstraites qui semblent s'étendre à l'infini puisqu'elles sont créées en images de synthèse, ce qui implique que la caméra virtuelle puisse réaliser n'importe quel mouvement.
Ce que je trouve génial, c'est que ça permet à la caméra de franchir sans le briser le 4e mur, et que le mec a créé des transitions pratiquement jamais vues en faisant évoluer non seulement l'héritage stylistique des films, mais aussi du cinéma lui-même, en s'aidant de surimpression et du gimmick du journal. Mais c'est probablement dans sa gestion du temps que le film se démarque. Les 4 précédents films essayaient tous de fourrer un maximum de contenu, et de fait peu de scènes pouvaient s'installer dans la durée. Ils continuent à le faire, notamment pour réunir plusieurs étapes liées à un même élément. Par exemple, quand Neville trouve la salle sur demande, plutôt que de lui faire aller chercher ses amis, leur montrer et qu'il décide de l'utiliser, regardez comment il fait ça. 1, 2, raccordant l'axe pour montrer la réaction de Neville. 3, contre-champ sur la salle. La voix d'Hermione vient lier le plan suivant. 4, chant sur les personnages pour confirmer qu'on a changé de scène. 5, contre-champ. 6, chant. 7, contre-champ. Mais cette fois, on voit un mannequin d'entraînement. On est passé à une nouvelle scène, confirmée par le plan suivant qui montre les élèves. En 8 plans et quelques secondes, tout est compris. Mais comme il fait ça avec talent, il peut aussi s'autoriser des pauses dans les scènes qui en ont besoin. Pour entretenir un build-up sur l'arrivée de Fred et George dans la salle des examens, Yates enchaîne plusieurs angles sans pour autant en profiter pour accélérer le trajet au montage, plutôt l'inverse. Certains ont protesté contre les coupes et modifications, comme l'absence de Dobby ou du Quidditch, mais ils auraient été trop distrayants et chers à ajouter. Le film serait devenu moins noir et plus quelconque, diminuant l'impact de la mort de Sirius puisqu'il n'aurait plus été le seul en mesure de donner le sourire à Harry. La partie à Sainte-Pangouste avec les parents de Neville aurait nécessité un décor gigantesque qui ne revient pas dans les autres films, donc démesuré pour du background. Pour résumer, on pourrait dire que les Harry Potter sont une énorme potion en train de chauffer petit à petit et que David Yates est un prince de sang mêlé en train de changer la recette. Il va même choisir d'y ajouter des ingrédients. On notera par exemple l'utilisation d'une technique complètement banale aujourd'hui, mais qui restait un événement à l'époque. Le premier décor entièrement virtuel de la saga, la salle des prophéties. Mais il va surtout œuvrer un sentiment de réalisme. C'est plus compliqué à expliquer, surtout avec cet univers magique. Par exemple, si vous prenez l'ouverture chez les Dursley. Dans le premier film, il y avait les enveloppes, ensuite il y a eu le dîner professionnel, et enfin la tente gonflante. Ici, on sent enfin cette notion du quotidien, et c'est pas parce qu'ils ne font rien, c'est parce qu'ils font des choses banales. Vernon mange une glace, Pétunia se rafraîchit devant un ventilateur et regarde la télé. Ils ont l'air d'avoir une vie, quoi, pas d'être des personnages de guignol. C'est dans le même ordre d'idée que de faire passer le camion du ramassage d'ordures dans la rue du Robert de l'Ordre. Vous en avez vu un quand Harry s'est enfui dans le prisonnier d'Azkaban ? À vrai dire, vous avez déjà vu un autre moldu à Little Whinging ? Jusque-là, les films étaient bien propres, bien millimétrés, même les déviations de Quaron étaient faites pour être filmées. Ici, le côté réaliste et vivant vient de cette sensation palpable de quotidien. Vous êtes toujours un peu perdu ? D'accord. King's Cross dans le premier film, King's Cross dans le 5e film. Vous voyez mieux ? Dolores Umbridge fait partie des additions notables au casting puisqu'elle est presque l'antagoniste principale de cette 5e histoire. Imelda Staunton la joue d'une façon très cuissérée à l'anglaise, tout en ayant un vaste répertoire de mimiques énervantes et en travaillant sa voix très haut dans les aigus pour être la plus désagréable possible. Autre nouvelle venue avec Bellatrix Lestrange. Helena Bonham Carter, la compagne de Tim Burton, jusqu'en plein milieu de l'écriture de cette chronique, je l'ai échappé belle, a été choisie pour incarner la magicienne déglinguée du bulbe. Ce genre de personnage lui colle à la peau et elle ne fait pas spécialement d'étincelles dans son rôle. Je trouve même qu'elle surjoue un peu dans la salle des prophéties, ou encore dans l'ouverture des répliques de la mort partie 1. Have us mate with them. Non mais sérieux. Terminons par les musiques. Patrick Doyle ne reste pas longtemps puisqu'il cède sa place après la coupe de feu à Nicholas Hooper. Cet illustre inconnu est un ancien collaborateur de David Yates, lui aussi ayant remporté de nombreux prix pour ses travaux destinés à la télévision. Et il va juste faire ce qui pour moi sont les meilleures bandes originales de la saga. Si le thème d'Ombrage ne vous est pas resté dans la tête, c'est que vous n'avez pas de tête. Si le thème de la course-poursuite ne vous a pas fait accélérer votre souffle, c'est que vous n'avez pas de souffle. Si le thème du combat contre les mange-morts n'a pas fait gonfler vos couilles, c'est que vous n'avez pas de couilles. Eh, c'est un sketch très excluant pour ton public féminin. Alors on s'en fout, il représente que 15% du public, c'est négligeable. En ce qui me concerne, mon petit kiff, c'est que la musique quand Voldemort essaye de pousser Harry à devenir un mage noir... me fait énormément penser à la musique de Terminator. Et j'adore qu'un lien unisse deux univers qui n'ont à ce point rien à voir entre eux. Au-delà de ces compositions, qui récupèrent les percussions importantes du film précédent, la vraie audace de Yates et Hooper, pour moi, c'est le nombre de passages dans le film où ils décident de ne pas mettre de musique. Une chose qui n'arrivait que très rarement avant, et surtout pour très peu de temps. Ici, plusieurs scènes sont dénuées de musique, bien que cela aille encore plus loin dans les films suivants. Rien que ce plan exprime tout le génie de David Yates. Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé est souvent considéré comme le plus mauvais de la saga, en particulier pour ce qui est de l'adaptation, mais plus généralement pour le ton du film qui ferait un peu trop comédie, un peu trop romantique et un peu trop teenager. Il faut être passé à côté de tellement de choses pour dire ça. La scène qui pour moi illustre parfaitement l'idée de ce 6e film, c'est la soirée de Noël organisée par Slughorn.
Les 3/4 consistent en des dialogues sur la relation Ron-Hermione, du comique de situation, du développement d'histoire, mais pas dans le but d'absolument tout remettre comme information du bouquin. Et soudain débarque Ruzard tenant Malfoy et ruinant la fête. Ce brusque passage de la légèreté au sérieux résume le climat qui règne en temps de conflit. Dans l'Ordre du Phénix, justement, le ministre fait tout pour étouffer le retour de Voldemort. C'est la première fois que le film se déroule dans un monde de sorciers conscients d'être en guerre et qu'une épée de Damoclès plane au-dessus d'eux. Ou une épée de Godric Gryffondor, c'est comme vous voulez. Cette idée accompagne tous les choix. En termes d'adaptation, c'est par exemple ce qui a poussé Yates et son scénariste à ouvrir le film en montrant l'attaque des Mange-Morts pour illustrer clairement le danger, alors qu'elle n'aurait dû être que rapportée, ce qui aurait eu bien moins d'impact. C'est également ce qui a fait ajouter l'attaque du terrier pour faire sentir la fragilité du monde en dehors de Poudlard. C'est aussi pourquoi le film se concentre effectivement énormément sur les histoires quotidiennes des personnages, beaucoup plus que sur les flashbacks qu'étudient Dumbledore et Harry au cours de l'année. Il n'est absolument pas superflu d'insister sur la vie de tous les jours des personnages et leurs amours naissants. Pourquoi ? Parce que c'est ça qu'ils vont défendre. C'est pour ça qu'ils vont passer les 2 films suivants à se battre. Ce sont ces souvenirs qui vont les aider à continuer, et on a eu si peu de ça. Même l'armée de Dumbledore était plus utile au scénario qu'au développement des personnages, exception faite de Cho et Harry. Et Neville aussi, un peu. En dehors de Prisonnier d'Azkaban, tous les films sont passés très vite sur les relations d'amitié entre les personnages autres que Harry, Ron et Hermione. Et celui-ci le fait tellement bien. Et pourquoi c'est plus important que de faire toutes les scènes de la Pancine ? Bon, déjà au niveau du budget, chacune aurait nécessité un nouveau décor et des trucages probablement très chers, mais vraiment en termes de choix de réalisation. On n'a pas besoin de développer Voldemort. Ça fait 6 films et plus de 16 ans que les personnages de l'histoire, comme les spectateurs, savent que c'est le méchant. En savoir plus sur comment il a créé chaque Horcrux ne sert à rien. Je sors encore et toujours le même exemple, mais on n'avait pas besoin de savoir comment Hannibal Lecter est devenu sociopathe. Regardez ce gosse! Je suis sûr que si Dumbledore avait regardé sous le matelas, il n'aurait pas trouvé des revenus porno, mais 7 caisses, chacune remplie à ras-bord de bébés morts d'une espèce animale différente. 9 bébés lapins. Quelqu'un qui a un cœur pourrait pas tuer 9 bébés lapins. Je suis sûr que ton bon cœur va tuer 10 bébés lapins. Les raisons qui ont poussé Voldemort à devenir ce qu'il est sont sympathiques à connaître, mais on peut complètement les virer de l'histoire et ça marche tout aussi bien. Ce n'est que du background. Oui, du background. Vous savez ce que c'est le background? Mais si, vous savez bien, c'est cette matière dont sont faits les 3 films du Hobbit. L'idée, c'est de nous faire sentir, en voyant leur quotidien, que tout cela peut s'arrêter à n'importe quel moment d'une attaque de Voldemort. Plusieurs techniques sont mises à contribution. Le foreshadowing dans la grotte qui nous fait sentir dès le début de la scène qu'il y a quelque chose de dangereux sous l'eau en positionnant en amorce de cadre les cheveux du cadavre en train de flotter dans le flou. Le regard mystérieusement autre, où les obstacles visuels créés par les tiges associés à l'instabilité de la caméra épaule font instinctivement sentir qu'un danger les guette. Le morphing aussi, même si c'est un peu plus discret, à la fin du premier flashback. Pendant que la caméra recule, le visage de Tom monte à la surface tout en se transformant en celui de Voldemort. J'aime particulièrement 2 techniques qu'il emploie pour Drago. D'abord, ce plan qui revient à plusieurs reprises, à chaque fois avec un oiseau de moins dans la cage, faisant craindre ce qui va se passer quand elle sera vide, et surtout l'idée que quand Drago ouvre pour la première fois la porte de la mort à disparaître, Yates a choisi une prise où l'assistant caméra a galéré quelques secondes sur le point, ce qui donne la sensation que la caméra elle-même cherche l'objet. Allez, allez! Allez, allez! Allez, va chercher! Va chercher! Non. Pourtant, j'ai une caméra Blackmagic, alors j'aurais cru que... Oubliette! Il est cela dit intéressant de constater qu'il y a beaucoup moins de cuts dans cet épisode. Les plans sont beaucoup plus longs et les scènes tournent un peu plus longtemps autour du même thème. Avec moins de montage, Yates va cependant réussir à conserver ce sentiment de fatalité, cette idée que quelque chose de caché arrive, en travaillant énormément la composition des plans qui évoluent dans le temps. On a par exemple la scène au terrier où Molly, Ron et Hermione apparaissent successivement dans les escaliers jusqu'à occuper chaque zone du cadre. Le plancher Rogue, qui en le plaçant dans le miroir met les 3 personnages dans le même cadre et évoque sa nature d'agent double. Le plan quand Harry et Hermione parlent de la fête de Noël à la bibliothèque avant de révéler que Romilda Vane était dans le fond depuis le début. Ron qui fait l'idiot chez Slughorn, et il y en a des dizaines, presque tous à vrai dire. J'aime en particulier le soin qu'il amène aux transitions, qui a quelques échos du style de Quaron. Comme le plan dans le Poudlard Express qui passe du wagon de Ginny Weasley à celui des héros grâce à un effet visuel, montrant bien à quel point le monde quotidien où Luna vend ses journaux par exemple, vit sous la menace d'un monde où Drago Malfoy pourrait être devenu un mange-mort. Ou que le monde où Ron et Lavande vont faire péter le bouchon pour la première fois est aussi celui où Drago prépare son plan. Il apporte aussi un certain soin aux transitions sur les objets, dont il indique l'importance en faisant l'élément central et le plus visible du cadre du dernier plan, et du premier plan de la séquence suivante, ce qu'il fait aussi avec le souvenir de Slughorn par exemple. Puisque je n'arrête pas de parler de lui, Jim Broadbent fait un travail absolument génial sur ce personnage. C'est bien simple, il vole toutes les scènes dans lesquelles il apparaît, qui sont d'authentiques scènes de comédie très anglaises. Encore une fois, là où certains critiquent ce côté un peu trop drôle ou romantique, c'est pour installer les enjeux de la fin de l'histoire. Quand on est arrivé au Prisonnier d'Azkaban, j'avais dit que la saga semblait faire une pause tous les 2 films, comme pour faire un bilan sur les personnages. Une pause donc au film 3,
et 6. Vous remarquerez que ce qui vient après concerne toujours Voldemort, son retour ou sa mort. Et donc... Pourquoi je dis que ce plan résume tout le film? Parce qu'il y a 5 ans arrivait en gare du Préolard un train rouge et noir. Baigné de lumière, le jeune Harry Potter et ses amis Ron et Hermione découvraient un monde enchanté et fantastique, une école de magie où ils allaient se faire de nouveaux amis et apprendre pour devenir de beaux et jeunes sorciers diplômés. Sauf que depuis le Seigneur des Ténèbres est revenu, on a appris que lui et Harry étaient presque la même personne, les attaques se multiplient, les gens disparaissent ou sont suivis, Drago fait des manigances bizarres et tout le monde sent que ça va bientôt être la merde. C'est pourquoi reprendre ce plan iconique sans musique, en très grand angle, avec un train entièrement noir au bruit désagréable et brut, et sans couleur grâce au filtre sépia qui tourne un peu sur le vert ajouté à tout le film par Yates et son chef opérateur Bruno Delbonnel, un français qui travaillait sur plusieurs films de Jean-Pierre Jeunet, prend un sens qui à la fois résume 6 ans et annonce les sombres événements à venir. Un plan. À mon sens, le film marche d'autant mieux dans tout ce qu'il essaie d'installer qu'il répond lui aussi à une certaine quête de réalisme. La scène où Slughorn fait préparer le filtre de mort vivante est la première fois que l'on voit vraiment des ingrédients de potions et comment les préparer, là où le polynectar était préparé hors caméra par exemple. Cela rend, à mon sens, pour la première fois l'univers des sorciers tangible et concret. Pour son retour, Nicholas Hooper livre une bande-son moins grandiloquente. Elle varie des compositions légères pour le quotidien, proches des musiques des 2 premiers films et du thème d'ombrage de l'Ordre du Phénix, des compositions plus jazzy qui rappellent le prisonnier d'Azkaban avec l'arrivée d'instruments aux sonorités amusantes pour les scènes comiques comme avec Slughorn, le retour des percussions importantes de la coupe de feu pour les attaques des mange-morts et des compositions pleines d'ampleur mais fondamentalement tragiques comme pour le climax qui font leur arrivée en préparation des derniers films. Le thème de Tom Jedusor, insidieux au possible, retranscrit tout le vice qui corrompt déjà son âme. En revanche, je ne comprends toujours pas le choix de la musique du générique qui récupère le thème des Weasley de l'Ordre du Phénix. J'ai toujours la sensation qu'ils se sont gourés de musique au dernier moment et qu'ils avaient plus le temps de le corriger.